Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir à la Maison de la Poésie Camila Sosa Villada. Bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, c'est pour la sortie d'Histoire d'une domestication qui vient de paraître aux éditions Métellier. Et puis, à côté de Camila, ou en tout cas la voix française de Camila, c'est Manuela Corigliano qui va assurer la traduction. Bonsoir, Manuela. Et puis, un tout petit peu plus loin, nous avons Marie-Sophie Ferdan qui lira des extraits d'Histoire d'une domestication. Donc autant dire que Camila est en bonne compagnie. Alors Camila, vous le savez, est l'autrice de 2 romans qui ont été traduits en français, donc tous les 2 publiés aux éditions Métellier, Les Vilaines, qui était donc un roman qui est sorti en France en 2021, et puis Histoire d'une domestication. Pourquoi pour lequel nous sommes ici ce soir. Donc si on devait donner quelques tout petits éléments avant de commencer notre soirée sur Camila, est-ce que je rappelle qu'elle est argentine, comédienne, qu'on a pu la voir aussi bien au cinéma, au théâtre, au cabaret, qu'elle est chanteuse aussi, poétesse, et surtout, je dirais que la littérature et l'écriture ont une place vraiment très, très particulière dans sa vie et dans son univers. Alors pour commencer, et presque pour faire connaissance, j'aimerais bien en fait qu'on revienne sur des propos que vous avez tenus, Camila, en 2020. Ce sont des propos qui, je crois en tout cas, peuvent nous éclairer sur votre rapport à l'écriture. C'était lors de la remise du prix de la FIL, qui est le grand rendez-vous de la littérature hispanophone, et c'était pour couronner le livre, votre premier livre, Les Vilaines. Et alors vous avez dit ceci, avec, je me souviens, beaucoup d'émotion. Vous avez dit « Je suis une écrivaine qui a été invitée à écrire. Un soir, les femmes de ma famille, ma mère, mon père, ma grand-mère, mes cousines m'ont créé lors d'un rituel de magie noire et m'ont donné ces pattes de chacal avec lesquelles j'écris ma fiction pleine de ressentiments. Je vis pour écrire. On m'a convoquée quand tout était nuit et silence. On m'a donné la langue et je suis partie vivre. » Donc ça pourrait peut-être être ma première question. Écrire, c'est la vie, c'est vital? Non. Mince. No, no sé qué es la vida, para ser sincera, pero sí es algo que ayuda a vivir, eso sí. Alors non, en fait, pour être sincère, je ne sais pas ce que c'est que la vie, mais l'écriture est quand même quelque chose qui aide à vivre. Y también puede ser algo que perjudica tu vida, es decir, puede ser algo que va en contra de la satisfacción, de la alegría, de la felicidad. No es un afecto alegre escribir, para nada. Mais ça peut aussi être quelque chose qui va contre ta vie quelque part, qui peut l'abîmer un peu. C'est quelque chose qui peut aller contre la satisfaction, contre la joie, contre le bonheur. Parce qu'écrire fait mal? Sí, a veces duele, a veces arde, a veces quema, a veces te enemista con tus padres, con tus amigos, con tus amantes, con vos misma. Te hace... A mí particularmente tiene mi espalda destruida. Me duele muchísimo la espalda por la posición para escribir. Bueno, es como frente a los editores, frente a tu agente, frente a los lectores incluso. Es como estar frente a un amante, en el sentido de que vos te quitas la ropa y pensás que están viendo todos tus defectos, tu panza, tu celulitis, tus cicatrices. Y eso suele ser un causante de mucha ansiedad.
Oui, alors ça peut faire mal, ça peut brûler, ça peut te faire t'embrouiller avec tes parents, avec tes amis, avec tes amants, avec toi-même. Moi, par exemple, j'ai des problèmes de dos, j'ai mon dos complètement abîmé, il me fait mal à cause de la position que je prends quand j'écris. Et puis c'est vrai que face aux éditeurs, face aux lecteurs, c'est comme être face à un amant. Tu te déshabilles et il voit tous tes défauts, il voit ton bide, il voit ta cellulite. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de pattes de chacal pour écrire? Sí. Pero eso no sé cómo lo hacen las escritoras blancas. Igual. No sé cómo lo hacen acá en Europa. Eso es algo que viene conmigo porque mis tías y mi mamá y mi abuela y todas las mujeres que me precedieron son medio brujas, son medio, bueno, tienen conocimientos que no tienen las mujeres blancas. Oui, alors, Sin discriminar, ¿eh? je ne sais pas si c'est pareil pour les femmes blanches ici en Europe, comment ça se passe, mais voilà, c'est quelque chose pour moi, c'est comme ça venait à travers les femmes qui m'ont précédée, ma mère, ma grand-mère, qui sont un peu toutes comme des sorcières, donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour les femmes blanches, sans vouloir bien sûr dire rien de discriminant. Parce que je me disais que finalement, ces histoires de pattes de chacal, moi j'ai adoré l'image de vous imaginer avec des pattes de chacal, avec tout le respect que j'ai pour évidemment les animaux. Mais je me disais qu'on sentait en effet, en tout cas dans le premier roman que vous avez écrit, Les Vilaines, que la magie avait une part importante, le fantastique. Et je me disais, est-ce que cette Camilla elle-même, elle ne vivrait pas dans un monde qui est fantastique, qu'il soit représenté par des pattes de chacal ou pas? De alcohol más que de magia. D'alcool plus que de magie. Parfois, ça peut apporter une forme de vie fantastique. Mira, porque si me sirve esa pregunta. Hace poco en Venecia Almodóvar ganó el León. ¿León es el León? El León de Oro. Y él dijo algo así como que había sido testigo de la magia de la actuación de Julianne Moore y Tilda Swinton. Y con unas amigas travestis españolas estábamos en ese momento viendo el discurso y decíamos, ¡mentiroso! Las que hicieron magia fueron Chus Lampreave, Carmen Maura, Verónica Forqué, Victoria Abril. El concepto de magia está un poco venido a menos últimamente. Oui, alors dernièrement, vous le savez, à Venise, Almodóvar a été récompensé avec le Léon d'Or et il a dit donc dans une interview qu'il a été témoin de la magie opérée par Julianne Moore, Tilda Swinton, qui sont les comédiennes qui ont joué dans le film. Et moi, j'étais en train d'écouter ces paroles-là, avec une amie travestie espagnole et on s'est dit quel menteur en fait. Ça, c'est pas de la magie c'était Carmen Maura, c'était Véronique Forqué, etc. Donc je trouve que le mot magie est un peu employé à tort et à travers dernièrement. Y pienso también, para hablar un poco en serio, ya que están acá, bueno, la magia suena un poco abstracta, suena como algo un poco que está lejos de los hombres y lejos de las mujeres también, pero no la intuición. Y la intuición para mí, tanto en mi existencia, es decir, en la vida de todos los días, como en la literatura, así ha sido completamente necesaria, así ha sido de las cosas más importantes y a las que más caso le he hecho. Una intuición, si se quiere, estética, que tiene que ver con la gramática, una intuición para parir personajes, para hacer personajes que gusten a las personas. No sé si eso es magia, pero sí tiene que ver con una intuition.
Alors maintenant, pour être un peu plus sérieuse, hein, vu que vous êtes là quand même, alors la magie est liée à quelque chose d'abstrait, quelque chose qui me paraît loin des hommes, loin des femmes aussi, mais pas l'intuition. L'intuition est quelque chose qui me paraît fondamental et dans la vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours et dans la littérature, ça me paraît quelque chose de nécessaire. C'est une des choses les plus importantes, une des choses que j'écoute le plus. Une intuition qui peut être esthétique, qui peut être liée à la grammaire, qui peut être liée à la capacité de créer des personnages qui plaisent au lecteur. Donc voilà, je ne sais pas si c'est de la magie, mais l'intuition, oui, c'est important et c'est ça. Alors justement, vous venez de mentionner des personnages. On va s'intéresser un petit peu, d'un petit peu plus près à cette histoire d'une domestication. Alors je ne sais pas si vous aviez tous en tête le premier roman que nous avons lu de Camila Sosa Villada, Les Vilaines, où là nous avions donc un groupe, si vous vous souvenez bien, de trans qui étaient prostituées. L'histoire commence comme ça. Ces trans et prostituées qui sont dans un parc à Cordoba et qui tout à coup entendent le cri d'un bébé et qui découvrent un bébé dont elles vont s'occuper. Donc un roman qui est très flamboyant, magique, j'ose le redire tout de même, avec des métamorphoses, des personnes qui deviennent des oiseaux ou des loups-garous. Donc autant dire que lorsque, par exemple, j'ai appris que Histoire d'une domestication allait sortir, j'avais hâte de retrouver l'univers de Camila et je me suis demandé si on allait retrouver le même type d'univers. Et là, première surprise, plus de magie, en tout cas pas trop, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, un grand changement aussi au niveau de l'écriture, comme si cette écriture flamboyante, qui reste flamboyante avec des personnages, était devenue beaucoup plus incisive, chirurgicale, presque comme si cette fois-ci vous écriviez avec un scalpel. Alors, je suis là, pardon, dans les métamorphoses, enfin pas dans les métamorphoses, mais dans les métaphores entre mes pattes de chacal et maintenant mon scalpel, mais est-ce que vous pensez que pour ce deuxième roman, vous aviez envie de surprendre vos lecteurs et vos lectrices et aller vers un style assez différent? Bueno, en verdad, a Tesis sobre una domesticación se la debo a un francés, para ser sincera, un ex amigo francés, un actor desocupado. Y yo quería escribir el guión de una película para actuar con él. Habíamos hecho una obra juntos en el 2014 y bueno, teníamos una relación un tanto ambigua, no sabíamos si éramos amigos, si éramos una pareja, si estábamos enamorados, si no. Y comencé a escribir una historia entre una actriz y un hombre gay. Me invitaron a publicar un libro para una colección muy pequeña en un diario de Argentina y yo solo tenía los apuntes que había tomado para esa película y me dijeron, la podés convertir en un libro, y eso fue lo que hice. Después me peleé terriblemente con mi amigo. Alors en fait, pour tout vous dire, Histoire d'une domestication, je le dois un peu à un Français, en fait un ex-ami français qui était un acteur au chômage. On avait travaillé ensemble, on avait fait une pièce en 2014, on avait d'autres projets d'écriture, on avait une relation un peu ambiguë, on ne savait pas vraiment si on était amis, si on était un couple, si on était amoureux. Et donc, je me suis mise à écrire, à un moment, à prendre des notes sur l'histoire d'une comédienne avec un homme homosexuel, en m'inspirant donc de cette histoire que je vivais. Et à ce moment-là, un journal en Argentine m'a demandé d'écrire une histoire, de leur proposer une histoire. Et comme j'avais rien sous la main sauf mes notes justement sur ça, j'ai transformé ces notes en un livre. C'est le début de l'histoire d'une domestication. Et avec mon ami, finalement, on s'est embrouillé. Eh bien, je vous propose d'écouter ces premières pages justement d'Histoire d'une domestication grâce à Marie-Sophie Ferdan. Il était une fois une comédienne. Une comédienne, seule sur scène. Depuis le balcon, le parterre, le paradis, le public la regarde. Il n'y a pas un fauteuil de libre.
On voit les gens de la classe moyenne qui peuvent se payer une entrée pour aller au théâtre. Le parfum des femmes est entêtant, l'odeur de la laque qui émane de coiffures rigides comme des casques. Les hommes s'accrochent aux accoudoirs de leur siège, mal à l'aise et pressés de s'en aller comme s'ils étaient là contre leur gré. Quelqu'un fait crisser l'emballage de chocolat qu'il avale sans mâcher. Les plus jeunes sont attentifs, détendus. Ils appartiennent à cette classe de gens qui vont au théâtre en tenue de sport. Ils se tiennent à distance des habitudes des vieilles endimanchées, comme au temps de splendeur de l'opéra. L'air est à couper au couteau. La scénographie représente une chambre qui, si elle était propre, pourrait être une pièce élégante sentant le patchouli et les crèmes de beauté. Il s'agit d'un espace qui évoque un appartement des années 40. Mais tel qu'on le voit là, en désordre, on dirait un taudis, sans classe aucune, une planque crasseuse et désordonnée. Tout est sans dessus-dessous, comme si une bombe venait d'exploser ou comme si une chienne déchaînée avait détruit la pièce en l'absence de sa maîtresse. Au fond, une porte ouverte de manière très étudiée permet de découvrir une salle de bain recouverte de carrelage rouge avec un miroir rond. Les rideaux de scène couleur bordeaux contrastent avec l'édredon blanc et noir qui couvre le lit situé au centre de l'espace. La comédienne bondit, se tord, se traîne, grimpe depuis le plancher jusqu'à la rampe avec ses lumières suspendues. Elle semble possédée. Elle campe une femme hors d'elle, sur le point de devenir folle, ou qu'il est déjà. Une femme qui parle au téléphone avec un homme, de manière désespérée, au milieu des pleurs, et étouffe avec le souffle de sa propre respiration. C'est La Voix humaine, de Jean Cocteau. Les plus grandes comédiennes, un jour ou l'autre, ont joué cette œuvre. Même Umberto Tortonese l'a représentée en Argentine il y a quelques années. Même Anna Magnani et Ingrid Bergman l'ont jouée pour la caméra de Rossellini. Tilda Swinton a interprété un rôle dans un court-métrage de Pedro Almodóvar, inspiré de La Voix humaine. Dans La Loi du désir, Carmen Maura a également joué quelques fragments de la pièce et cassé la scène à grands coups de hache. Notre comédienne, celle qui à présent se trouve seule sur scène, ne pouvait faire moins. Elle voulait interpréter un monologue comme celui-là, histoire de se faire plaisir, question de prestige, interpréter la voix humaine de Cocteau à ce moment précis de sa carrière. Elle faisait partie des actrices soucieuses de ces détails. Quel texte choisir, avec quel metteur en scène, quel partenaire et pour quelle raison. C'était le luxe que lui permettait le succès. À vrai dire, elle a mené des débuts anonymes de la même manière, mais avec moins d'argent. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. C'est pour ça qu'elle joue une œuvre écrite par Jean Cocteau, alors qu'il y a des milliers d'auteurs de théâtre qui meurent d'envie d'écrire pour elle. Mais la comédienne réfléchit rarement à ses caprices. Elle les assouvit. Elle avait seulement besoin de ce nom à côté du sien sur l'affiche, interprété par une telle et écrite par un tel. Rien d'autre. La première réponse de ses producteurs avait été non. Elle leur avait fait gagner énormément d'argent comme figure phare de leur compagnie, mais ils avaient quand même dit non. Son agent avait été moins catégorique, mais il l'avait mise en garde. Le public ne va pas être emballé. C'est le danger avec une œuvre comme celle-là. Et le mot démodé avait été répété au fil des discussions pour la convaincre de renoncer à son petit caprice de la voix humaine. Il prétendait que les droits étaient trop chers, qu'au temps du féminisme, il n'y avait plus de place pour des héroïnes de ce type, que la critique allait la descendre en flammes et la traiter de ringarde. Mais c'est l'histoire d'une vieille folle qui est angoissée d'un bout à l'autre de la pièce. Alors que vont dire les féministes ? Les gens ne s'intéressent plus aux mélodrames, sauf à ceux de Puy. Les Argentins aiment Puy. Alors, pourquoi pas une œuvre de Puy ? Pourquoi pas quelque chose de moins français, quoi, de moins tordu ? C'est écrit. Hein. C'est quoi le problème ? Bon, on lui avait proposé 1000 alternatives. Les critiques n'en finissaient pas. Mais non, ils n'ont pas réussi à la faire renoncer.
Alors évidemment qu'on a envie de vous demander pourquoi moins tordu. Il va falloir se justifier devant la salle. Bueno, yo empecé a los 20 años a leer a Marguerite Duras y así quedé. Alors moi j'ai commencé à 22 ans à lire Marguerite Duras et voilà le résultat. El cine francés, bueno, mira, ahora hace poco estaba escribiendo un texto respecto al erotismo de Indochina, una colonia francesa, por más que nos pese, y relacionaba la película de Catherine Deneuve con la Indochina de la que habla Marguerite Duras, y yo reconocía pasiones. Por ejemplo, en Tesis sobre una domesticación, la madre y la hija compartiendo un amante, y la manera en que el paisaje está por encima de la vida de las personas. Y bueno, me parecen retorcidos, pero en el buen sentido, no lo digo mal. Oui, c'est vrai, je pensais aussi au cinéma français. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir sur l'érotisme en Indochine. J'étais en train d'écrire un papier sur ça, Indochine qui est une ex-colonie française, bien sûr. Et donc, je faisais un peu le lien entre le film de Catherine Deneuve et l'Indochine décrite par Marguerite Duras. En ce qui concerne l'histoire d'une domestication, nous avons par exemple une mère et une fille qui partagent un même amant. Ce paysage qui est un peu par-dessus la vie. Donc oui, ils sont tordus, pourquoi le nier, mais bon, tordus dans le bon sens du terme. O por ejemplo, esta definición del amor que tiene Lacan, el gran francés, de decir el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Eso me parece una cosa retorcida, espantosa. Y Argentina es un país muy psicoanalizado, y lacanianamente psicoanalizado además. Entonces, bueno, me parece una cultura bastante retorcida, quería decir. Oui, alors on peut penser aussi à cette définition de l'amour donnée par Lacan qui dit que l'amour signifie donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Si ça, c'est pas tordu, alors vous allez me dire. Et il faut penser aussi que l'Argentine est un pays très, très psychanalysé, donc avec une culture de la psychanalyse très poussée. Et voilà, là, c'est très tordu, tout ça, on ne va pas le nier. Y para cerrar el asunto de el origen de Tesis sobre una domesticación, este actor que yo te contaba, este actor desocupado al que yo le quería escribir un personaje, había sido mi partener en el Le Bel Indifférent de Cocteau también. Y yo me acuerdo que las críticas que hacían de la obra, bueno, todos elogiaban la entrega de los actores, pero decían no entender cómo una mujer podía atravesar una pasión como esa. Bueno, me da la sensación de que nos queremos sacar como de encima la cosa latina en Latinoamérica y ser un poco más... la palabra es esterilizados. ¿Qué es lo que le dicen a la actriz? Alors, et pour conclure sur l'histoire de l'origine de ce roman, l'acteur dont je vous parlais tout à l'heure, cet acteur au chômage que je mentionnais avant, et pour qui je voulais donc écrire un personnage, écrire un rôle, il avait été mon partenaire dans une autre pièce de Cocteau, justement. Et dans les critiques qui avaient été faites à cette pièce, il y avait plein de mots gentils pour les comédiens, on louait leur dévouement pour la pièce, etc. Mais les critiques disaient qu'ils ne comprenaient pas comment une femme puisse vivre un amour comme ça. Donc voilà, je pense que c'est ce qui se passe un peu en Amérique latine. On cherche une version un peu plus stérilisée des choses et c'est ce qui se passe au personnage.
Alors justement, parlons un peu de ce personnage, un personnage donc, qui n'a pas de nom. Le personnage peut être appelé la comédienne. De mémoire, je crois qu'il y a aussi la pire transe d'Argentine. C'est un personnage qui est très fort, qui semble ne devoir rien à personne, qui s'est faite toute seule, qui est riche. Et je me demandais comment est-ce que ce personnage était arrivé jusqu'à vous. Comment vous l'avez créé et est-ce que vous aviez des inspirations quelconques? Yo misma, y sobre todo la aparición del dinero, ¿sabes? Cuando yo comencé a hacerme más conocida, entiendo que al menos yo buscaba el amor o sentía la falta de amor, o notaba la ausencia del cuerpo de un amante cuando me iba a acostar, cuando no tenía dinero. Ahora que tengo dinero, eso perdió completamente la importancia y es un poco lo que filosóficamente le pasa a la actriz, que es que ella tiene una vida en la que no cabe un amor, porque es perfecta su vida como es. Y hay algo de la domesticación de la cultura que es, y estas no son palabras mías, son palabras de Marguerite, la más traidora de todas, que te hace creer que a pesar de todo lo que vos lográs, de todo lo que vos tenés, del vino tan caro que te bebes, de la ropa tan cara que te pones, todavía te hace falta un hombre en tu cama para ser feliz. Alors oui, l'inspiration, c'est moi-même, bien sûr. Et surtout, je dois dire, à partir du moment où j'ai commencé à avoir de l'argent, au moment de l'apparition de l'argent dans ma vie. Avant, je cherchais l'amour, je sentais le manque d'un amour quand j'en avais pas un, je sentais le manque de l'absence d'un corps, d'un amant quand je me couchais le soir. Et à partir du moment où j'ai de l'argent, évidemment, tout ça, ça n'a plus d'importance. Je sentais plus ce manque, l'argent suffisait largement. Et c'est un peu ce qui se passe à mon personnage. Après, je vais dire une phrase qui n'est pas de moi, c'est encore une fois Marguerite Duras, qui disait par contre que malgré tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu obtiens, malgré le fait que tu puisses boire le vin le plus cher, que tu puisses porter les vêtements les plus chers, tu as toujours, tu as encore besoin d'un homme à côté de toi quand le soir tu vas te coucher. Alors, besoin d'un homme. Justement, il va peut-être être temps d'écouter un deuxième extrait d'Histoire d'une domestication, puisque notre personnage principal, notre pire transe d'Argentine, notre comédienne, notre plus grande comédienne, puisque je ne fais que citer le roman, est invitée à une fête et va rencontrer, alors je ne vous en dis pas plus, un homme. La fête. C'est un couple de lesbiennes qui les a présentées dans une fête. C'étaient des amies communes qui avaient la réputation d'être des marieuses infaillibles. Elles se vantaient d'avoir été à l'origine de 18 couples depuis qu'elles s'étaient mises à organiser des bamboches pentagruéliques pour leur anniversaire. Et elles étaient nées le même jour. À l'époque, l'avocat avait un petit ami jeune et athlétique, comme c'était l'habitude parmi les gays de son âge et de son milieu. L'avocat n'était pas attiré par les personnes de son âge. C'était les éphèbes qui l'excitaient, des gamins qui avaient 20 ans ou 30 ans. La comédienne, elle, était moins tatillonne. Elle pouvait aussi bien avoir un amant de 70 ans que de 23. Et elle détestait l'amour. Elle ne comprenait pas ce sentiment et ne faisait même pas d'effort pour y remédier. Elle savait, oui, reconnaître le désir qui était comme une pompe à vide dans son corps miné par les hormones. Elle reconnaissait l'attirance, les érections dans son tanga quand quelqu'un éveillait son appétit. Elle pouvait identifier la tendresse, une sorte de saudade à l'égard de l'autre dès qu'elle s'investissait dans une relation. Un sentiment fait de la même substance que l'amour qu'elle éprouvait pour ses amis, pour ses parents ou pour ses plantes. Elle ne savait pas aimer ni être à l'intérieur d'un couple. Elle était une transe qui n'avait été fidèle à rien ni à personne.
Un jour, elle pouvait renoncer à des projets qui lui promettaient des fortunes, des rôles qu'aucune autre comédienne de sa génération n'oserait refuser, ou bien elle pouvait miser ses économies sur une pièce de théâtre. Elle faisait ce qu'elle voulait, comme elle voulait, quand elle le voulait. Si elle avait été un animal, elle aurait été une louve des steppes. Les lesbiennes considéraient que l'avocat et la comédienne étaient faits l'un pour l'autre. Elles ne pensaient pas que son homosexualité à lui puisse être un problème. Aux yeux de ce couple de Gwyn qui avait beaucoup de temps libre, elle était irrésistible. Elles ont construit un hôtel où elles ont fait brûler un bonhomme en bois comme au Burning Man, un mannequin qui représentait chaque année un fasciste différent et auquel elles mettaient le feu au milieu de cris et de danses convulsives. La maison avait un parc, une piscine, des loulous de Poméranie, des citronniers et des orangers, une terrasse donnant sur le sud de la ville et des murs avec des grilles électrifiées, car ce n'est pas parce qu'on est une Gwyn qu'on n'est pas cruel. La touche de couleur lors de cet anniversaire était le service assuré par des trans. L'égalité allait jusque-là. La comédienne est arrivée de bonne heure. Elle a offert aux filles qui fêtaient leur anniversaire La ballade de la dépendance sexuelle de Nan Goldin, un livre qui était toujours introuvable en Argentine et qu'elle avait apporté d'Espagne tout spécialement pour ses amis. Une fois sur place, elle est partie dans la cour. L'avocat est arrivé alors qu'on entendait déjà la clameur depuis la rue. Il est descendu de sa voiture avec un jeune homme de 20 ans qui portait une jupe plissée et un harnais. La comédienne l'a vu arriver et, pensant à l'insistance de ses amis pour qu'elle le séduise, elle s'est dit qu'alors qu'elle portait une robe Vivienne Westwood, cet homo avait un petit ami qui n'avait même pas de poils sur la poitrine. Un accessoire. C'est un PD vachement prétentieux. Voilà ce qu'elle s'est dit. Et puis elle a appelé la fille d'une amie biologiste pour jouer avec elle. Elle voulait éviter le vivarium que semblait être ce cercle queer où elle s'était retrouvée sans s'en rendre compte, tentée par le luxe et, pour citer Buñuel, par le charme discret de la bourgeoisie, qui ne servait pas à grand-chose, mais qui était toujours la promesse de bon vin. L'avocat présentait son mec avec une certaine condescendance, essayant de l'intégrer dans une faune où abondaient le botox et le cynisme. Et puis, il en a eu assez. Et dès que le jeune homme a eu trouvé un groupe où il ne semblait pas être méprisé en raison de son jeune âge et de son manque de sujet de conversation, l'avocat s'est mis à boire des Negroni dans la cuisine et à observer de loin la comédienne. Il l'a vue embrasser les chiens, il l'a vue tremper les pieds dans la piscine, il l'a vue sourire quand on approchait pour la saluer, puis aussitôt cesser de sourire de manière mécanique, comme si quelqu'un hors champ criait « Coupez !» dès qu'on s'éloignait. Mets-toi en couple avec lui, dessine un peu mieux ton avenir. Jette-leur ce beau gosse au visage, mets-leur ce mec sous le nez qu'on te voit avec un mec qui les rend fous de jalousie. Et puis avoir les moyens, c'est le plus important. Il a les moyens, moi je supporte pas que tu payes l'hôtel à tes mecs. Il s'était occupé de la succession d'une des propriétaires de la maison à la suite de la mort de sa mère. Et à l'occasion d'un des rendez-vous qu'ils avaient eus, ils en étaient venus à parler de la voix humaine et de Jean Cocteau. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas monté ce grand monologue. Ça manquait tellement de voir quelque chose de la sorte au théâtre. Et pour sa part, il avait avoué que, oui, la comédienne le rendait fou. Qu'à son avis, elle était la seule comédienne vivante à pouvoir jouer cette œuvre. Que pour une femme comme ça, il deviendrait hétéro et tout. Ah ben, il manquait plus que ça, qu'on veuille me marier avec un mec gay. Les homos qui m'inspirent de l'amour sont morts ou mariés. On voit plus des mecs comme Urda Pilieta, Penas ou Marc Giros, a dit la comédienne, mettant la barre très très haut pour l'avocat. Il faut écrire la vérité. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas repéré l'avocat Yon quand il est arrivé à la fête, souvenez-vous. Elle l'a même méprisé pour être arrivée avec un genou aussi préoccupé par l'exhibition de ses abdominaux. Non, elle l'a délibérément ignoré, comme elle l'a fait avec chaque petite amie qu'elle a eue, comme elle l'a fait avec son frère, avec ses amis, avec ses parents, avec ses amants et avec sa nièce. Elle a ignoré le monde entier, et cela paraissait être une forme d'affection.
Merci beaucoup, Marie-Sophie Ferdan. Alors, l'amour. L'amour est dangereux, l'amour est un asservissement, une domestication de l'être humain. Ah, bueno, sí, es uno de los peores sentimientos que existen, sí, sí. Yo creo que además sirvió como un mal medicamento, como algo que tapa síntomas, pero que no cura absolutamente nada. Hay afectos mucho más interesantes y está hecho para, sobre todo para dominar a las mujeres, para tener a las mujeres, digo, el invento del poliamor, por ejemplo. Eso es un invento puramente masculino, para no tener una, sino tener 2, 3, 4, sin escenas de platos rotos, de vasos quebrados, etc. En nombre del amor se han cometido las peores matanzas. No dejo de ser latinoamericana, digo, en nombre del amor divino, del amor de Dios, del amor de Cristo, hemos visto morir indios, genocidios espantosos. Yo apuesto por otros afectos que se inventan con el otro, que se hacen con el otro, que no están impuestos por nadie. Pero me da la sensación de que es una herramienta para que las mujeres no estén solas y no se puedan encontrar consigo mismas. Alors oui, certainement, l'amour, c'est l'un des pires sentiments qui existent, je pense. C'est comme un mauvais médicament. Ça couvre les symptômes, ça cache les symptômes, mais ça soigne pas. C'est une invention qui a été faite pour dominer les femmes. C'est l'invention, par exemple, pensons à l'invention du polyamour. Ça, c'est évidemment une invention masculine pour pouvoir avoir plusieurs femmes en même temps, 1, 2, 3, 4, et tout ça sans devoir supporter des scènes d'assiettes volées, de verres cassés. Et tout ça, donc, c'est au nom de l'amour. Au nom de l'amour, on a tué, on a fait des crimes, on a commis des crimes horribles. Moi, je suis de l'Amérique latine, vous le savez. Donc, au nom de Dieu, du Christ, on a fait des génocides terribles, on ne l'oublie pas. Donc, moi, je mise sur d'autres sentiments, des sentiments sans imposition. L'amour me paraît quelque chose qui a été inventé pour que les femmes ne soient pas seules et que donc, pour qu'elles ne se rencontrent pas, qu'elles ne rencontrent pas leur vraie identité. Como una ansiedad, ¿sabes? Como algo que no se puede calmar con nada, más que con un otro. Y eso no sé si puede ser posible en la vida de las personas. Me da la sensación de que no hay nadie que pueda calmar la sed o el hambre que una lleva consigo, más en un mundo como este. C'est une sorte d'anxiété, en fait. C'est quelque chose qui ne se calme avec rien, qui a besoin de quelqu'un d'autre, qui a besoin de l'autre pour se calmer. Et donc, c'est comme une espèce de soif, de faim inassouvie, et d'autant plus dans le monde de maintenant, quoi, d'aujourd'hui. Perdón si están enamorados. Pardon, désolé si vous êtes amoureux. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que votre personnage principal, qui paraît si indépendante, si forte, vous la mettez dans cette situation terrible qui est de tomber amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas de se marier et de vivre après, d'avoir un enfant. C'est un enfant adopté, mais vous la mettez dans le cadre du mariage, de la famille et de la maternité. Triple domesticación? Sí, yo creo que el problema específico de ella es el niño, porque ella es una buena madre, a pesar de no querer serlo. Es decir, es una persona que se va a ocupar bien de su hijo, pero corren todo el tiempo peligro de que si se separan les van a sacar a la criatura. Y no lo quiere decepcionar a él tampoco,
porque está apasionada, porque es atractivo, porque está a su mismo nivel, porque tiene el mismo dinero que ella, porque se mueven en los mismos círculos, y parece que eso bastara para hacer una historia de amor. Y bueno, es evidente que no. Oui, alors c'est vrai que pour mon personnage, le problème spécifique est l'enfant, justement, parce qu'elle est une bonne mère, même si elle ne voudrait pas l'être. Mais c'est vrai, voilà, qu'elle s'occupe très bien de son fils, et c'est vrai aussi qu'elle veut pas décevoir son mari. Il est très attirant, ils vivent dans le même, ils appartiennent au même contexte, ils ont la même situation économique, donc apparemment toutes les conditions devraient être réunies pour que ça marche, et pourtant ça suffit pas. Est-ce que c'est pour ça que votre roman, qui en espagnol s'appelle Tesis, d'une domestication, est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre du manifeste dedans, à savoir, alors ça c'est peut-être moi qui l'interprète, ne pas être domestiqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le meilleur des cas, être apprivoisé, dans le pire des cas, en effet, être asservi. Est-ce qu'il faut garder sa part sauvage, sa part animale? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ce serait? Sí, se llama Tesis justamente porque yo tengo la hipótesis de que si me entrego a un amor así, voy a terminar con las venas abiertas en una feria de un libro o en un programa de televisión o en un set de filmación. Entonces fue como una especie de decir, ojo, ten cuidado. Te puede pasar esto. Afortunadamente no me enamoro de nadie. Entonces la advertencia fue en vano, pero sí tiene que ver con eso y también con la conservación de eso salvaje, de eso animal que vos decís, que va a ser muy necesario, que viene siendo muy necesario, y supongo que en los años venideros será cada vez más vital saber tirar mordidas y arañazos a los que nos vengan a atacar. Oui, alors c'est vrai, et d'autant plus que j'ai une hypothèse en fait. L'hypothèse, c'est que si jamais je devais vivre une histoire comme celle que je raconte dans ce livre, je finirais probablement les veines ouvertes dans un salon du livre, dans une émission ou dans le tournage d'un film. Enfin, mais voilà. Donc ce livre était pour moi une espèce de manière de me dire à moi-même, attention, garde les yeux ouverts, ça peut arriver. Après, heureusement, je ne tombe amoureuse de personne, donc l'avertissement que je me faisais à moi-même était plutôt inutile, au sens où, voilà, j'en avais même pas besoin. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai, il y a cette partie sauvage qui me paraît nécessaire, et je pense que ça va être de plus en plus importante et nécessaire dans les prochaines années, où il faudra vraiment savoir mordre et griffer. Alors justement, mordre et griffer, d'accord, mais ça veut dire quoi être sauvage? Ser libre es ser capaz de elegir qué comer, a qué hora acostarte, a qué hora despertarte. Renunciar, ser capaz de renunciar, ser capaz de irte. El otro importa, digo, mira, en el mundo animal las especies colaboran, ¿viste? Hace poco salió un video de una tortuga con una garza parada sobre su lomo que iba nadando. Y, bueno, las especies colaboran, los animales colaboran entre sí. Eso no significa que no carguen con las cadenas que cargamos nosotros por culpa de la cultura, que se encarga constantemente de decirte qué desear, cuánto desearlo, cómo desearlo. Incluso hasta te trazan un camino que parece ser el camino infalible para conseguir lo que vos deseas. Y en ese camino vos vas perdiendo día tras día todo el brillo que hace que vos seas distinta.
Alors, être sauvage, ça veut dire être libre, ça veut dire être capable de choisir quoi manger, quand manger, à quelle heure se lever, à quelle heure se coucher, être capable de renoncer, être capable de partir, de s'en aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde animal, les espèces collaborent. Il y a eu récemment une vidéo d'une tortue qui accompagnait sur son dos une autre bête. Voilà. Donc elles collaborent, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les mêmes chaînes que nous, les chaînes qui pour nous sont imposées par la culture. On nous dit quoi désirer, on nous impose nos désirs, comment désirer, et on trace un chemin tout fait pour nous où apparemment on est censé obtenir ce qu'on désire, mais en fait le long de ce chemin on perd de notre brillance et on perd ce qui nous rend différents des autres. Alors, je vous propose de nous intéresser à un autre personnage qui est dans le roman, qui est celui du fils de l'enfant, dans une scène que va nous lire, bien sûr, Marie-Sophie. Pour vous rappeler aussi que ce roman, donc vous l'aurez compris, on ne va pas tomber amoureux en lisant ce roman, mais c'est un roman aussi qui est beaucoup sur la lutte, et on va voir à travers un certain nombre de personnages des thématiques qui étaient déjà abordées dans Les Vilaines, où on voit aussi la dangerosité, je dirais, du monde pour les femmes, pour les trans, la violence aussi. Et il y a un petit personnage que je trouve tout à fait solaire, qui est celui du fils. Il y a un autre enfant, vous verrez aussi, qui est tout à fait beau et comme une sorte de beauté comme ça fulgurante qui traverse le roman. Mais on va déjà découvrir le fils dans cette troisième et dernière lecture. Le dossier du fils. C'est un cas difficile. L'enfant a déjà 6 ans et c'est un patient vertical. Donc c'est pas la même chose que d'adopter un bébé. Un patient vertical ? A demandé l'avocat. Oui, il est né avec le VIH, transmis par la mère. L'assistante sociale leur a parlé de manière crue, sans fausses promesses ni euphémisme. Elle leur offrait toute sa bonne volonté et l'envie de les aider. Mais ici, attention, c'est le monde à l'envers. Vous êtes dans le pays où règne le « va savoir », le « on ne sait jamais ». Ici, votre vie peut filer, et celle de ces gamins aussi, sans que cette affaire avance d'un poil. Donc si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux que vous rentriez chez vous et que vous vous consacriez à vivre une belle vie sans enfants. C'est moi qui vous le dis, et moi j'ai des jumelles. Et elle a poursuivi. La mère de l'enfant s'était suicidée après avoir appris qu'elle était porteuse du VIH quand l'enfant avait 3 ans. On l'a retrouvée après qu'elle s'était coupé les veines dans la mare formée par son propre sang. Les pleurs de l'enfant avaient alerté les occupants de la pension. La grand-mère a pris l'enfant pour qu'il vive avec elle et son mari dans un village de montagne. Les grands-parents ont surmonté la mort de leur fille grâce à lui. Ils l'ont choyé, ils lui ont appris à dire ses premiers mots. Ils l'emmenaient chez un médecin spécialiste des maladies infectieuses, il lui donnait son sirop, il faisait du pain maison, du riz au lait, il raccommodait ses vêtements, et parfois ils allaient au cinéma pour voir un dessin animé. Quand l'assistante sociale leur a raconté cette partie de l'histoire, la comédienne s'est dit qu'elle avait un vrai talent de conteuse. L'assistante sociale disait que c'était l'enfant qui lui avait raconté tout ça. La grand-mère lui a acheté un vélo avec des petits trous et elle lui a appris à se lancer. Elle l'a pris dans ses bras, elle a ouvert la porte qui donnait sur la rue et elle l'a laissé aller jouer avec les autres enfants. Elle est devenue experte dans les dédales bureaucratiques des hôpitaux, comme dans la condition sérologique de son petit-fils. Elle s'est liée d'amitié avec les spécialistes des maladies infectieuses et avec tout le personnel du service d'hémothérapie. Elle a aussi appris un langage nouveau, des noms de choses dont elle n'avait jamais imaginé l'existence. Charge virale, CD4, antirétroviraux. Quand elle ne pouvait pas l'accompagner pour faire ses examens, c'était le grand-père qui le faisait. Dans les bus, il lui donnait la main et le prenait dans ses bras. Après ses rendez-vous à l'hôpital, il l'emmenait dans un centre commercial à l'étage où il y avait les jeux. La comédienne se demandait comment l'assistante sociale avait fait pour avoir tous ces détails. Son mari ne semblait pas se poser de questions.
D'un mouvement de cils, il suppliait seulement pour avoir la suite de l'histoire. Ensuite, l'enfant a vu son grand-père donner 16 coups de couteau à sa grand-mère avant d'aller dans le garage pour se tirer une balle dans la bouche. Il a fini à l'orphelinat, attendant que quelqu'un vienne le sauver. Et depuis, il était là, timide, toujours craintif. Il n'avait pas de temps pour les larmes dans ce milieu habité par des orphelins et marqué par la violence primitive de ses enfants, une violence alimentée par le monde des adultes qui les entourait. 2 années à entendre l'infirmière se plaindre de l'heure à laquelle il devait prendre ses médicaments. Bon, t'as l'âge de les prendre tout seul maintenant, je ne suis pas ton esclave. 2 années à jouer en se prenant des coups, toujours des coups. 2 années à être effrayé par ses enfants plus grands que lui. Et puis, un jour, quelqu'un a posé les yeux sur l'enfant destiné à être ignoré. Et soudain, on lui a parlé de cette famille, on lui a montré des photos. Elle, là, tu dois la connaître, lui a dit l'assistante sociale en lui montrant une photo dans un magazine. Non, je la connais pas. Si, c'est une comédienne très connue, une artiste comme toi. Toi, t'aimes dessiner, pas vrai? Ah oui, moi j'aime ça. Bon, alors, raison de plus pour que vous fassiez connaissance, non? Une comédienne et un peintre. La première fois, ils se sont vus dans la cour de l'orphelinat. L'enfant avait des cheveux noirs, presque coupés à ras. Il avait des grands yeux d'animé japonais, avec cet éclat humide laissé par la tristesse qui l'avait frappé tout petit déjà. Impossible de le voir sans l'aimer. Ce sentiment n'était pas étranger à ceux qui le connaissaient. Ses genoux se frôlaient quand il marchait. Genoux tendres. À l'école, on l'appelait comme ça. Il ne portait presque jamais de Bermuda. Quand ses futurs parents lui ont dit bonjour, ils ont éprouvé cet amour-là. C'est assez habituel que les parents adoptifs disent ces choses comme moi, quand je l'ai connu, j'ai senti que je l'aimais depuis toujours, comme s'il était à moi, comme si moi je l'avais mis au monde. Comme une autoprophétie rétroactive, inscrivant l'amour dans un passé qui n'avait jamais existé. Mais ce sentiment existait bel et bien, et il était authentiquement faux et inutile, comme n'importe quel autre sentiment. Merci beaucoup. Camilla, je crois aussi que dans ce livre, s'il y a le côté brillant, la richesse de cette comédienne, il y a aussi une autre réalité que vous montrez à travers le destin de cet enfant, mais pas que, aussi à travers aussi l'arrivée, par exemple, de la comédienne dans son village d'origine. Donc ce n'est pas un roman qui n'est que, je dirais, paillettes, champagne et argent. Je pense que vous aviez à cœur aussi de montrer une autre réalité sociale. Me gusta mucho la relación que tiene ella con su hermano, con su medio hermano. Me gusta mucho la relación que tiene ella con la pareja de su mamá. Me gusta mucho la relación que tiene ella con su papá y algo que está como roto de antemano. Y me gusta también el hecho de que no es una historia de este tiempo, que sucede dentro de unos años, que la vida de esta actriz y de esa familia en particular, en este mundo así como está, con el rebrote, pero no es un rebrote porque siempre estuvo como con el nuevo coraje de la ultraderecha, estas vidas no pueden existir. Yo cuando la escribía siempre pensaba qué pasaba en el futuro. Eso. Alors j'aime beaucoup la relation que la protagoniste a avec son frère, avec son demi-frère, la relation qu'elle a avec le compagnon de sa mère, avec son père, où il y a quelque chose comme ça, comme de cassé.
Mais je pense aussi que c'est une histoire qui ne se déroule pas aujourd'hui, ça ne se situe pas aujourd'hui, ça se situe dans un futur. Parce que la vie de cette comédienne et la vie de cette famille ne pourrait pas se dérouler comme ça aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'imagine voilà, dans un futur, dans quelques années, parce que notamment la montée de l'extrême droite à laquelle on assiste maintenant rendrait impossible la vie de personnages et d'une famille comme ça, actuellement. Alors je vois le temps qui passe et je me dis que peut-être que parmi vous, dans le public, certains ou certaines auraient envie de poser, on a peut-être encore le temps de poser une ou deux questions à Camila Sosa Viada. Donc je ne sais pas s'il y a un ou une volontaire qui aimerait s'adresser à elle. Preguntas. Questions. En sachant qu'après, vous pourrez retrouver Camila dans le hall pour une séance de dédicace. Mais bon, peut-être qu'avant, il y aurait un point ou deux, une interrogation, ou alors tout le monde est super timide. 3, 2, 1. Bueno. Ah. No hay preguntas. Ah, très bien. Se acabó. Voy a firmar libros con muchísimo afecto, con muchísimo amor. Gracias por venir. Gracias a Manuela, que es la segunda vez que me traduce. ¿Segunda ya? ¿Sí? ¿Tercera? Hicimos 2 la última vez. A la comédienne, le true comédienne, y a la journaliste. Gracias. Alors, quant à moi, je voulais remercier la Maison de la Poésie d'avoir rendu cette rencontre possible. Je voulais évidemment remercier Camila Sosa Viada. Je ne prononce pas bien, je devrais dire Vichada. Y a Ediciones Metalier. Pardon. Je voudrais aussi remercier Marie-Sophie Ferdan pour ses lectures, remercier Manuela Corigliano. Et puis, je voulais aussi remercier Marie Voisin et Nicolas Rodriguez Galvis des éditions Métellier, grâce à qui nous avons Camila ici. Et puis, comme je vous l'ai déjà annoncé, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer Histoire d'une domestication. Je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Et vous avez à cette occasion, donc, Camila qui est tout à fait disponible pour faire quelques dédicaces. Donc, on peut se retrouver dans le hall dans quelques secondes. À très bientôt.